Quelle journée magnifique. Le CAC est en train de tutoyer les sommets, mon portefeuille est dans le vert. C'est une journée idéale. Et vous écoutez ou regardez Watchlist, un nouveau format. C'est plutôt pour vous présenter un petit peu de l'actualité du moment, voir un petit peu ce qui se passe, qu'on puisse un petit peu discuter. Donc comme vous voyez, aujourd'hui, le CAC est dans le vert. Et là, je suis hyper content. C'est une très belle journée. Au niveau de mon portefeuille, c'est aussi une belle journée, ça fait plaisir. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal mangé mon pain noir. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Avec certaines valeurs, avec le repli du pétrole premièrement, mais aussi avec les valeurs chinoises qui n'en finissent pas de perdre du terrain. Alors ça commence à s'équilibrer, je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. Si je monte, je me pille, j'ai jamais vu un tunnel comme ça. Un tunnel de dingue, ça me fait peur. On commence à voir le bout du tunnel, les amis. Alors les valeurs qui me font souffrir, hein, Next City bien sûr, Imeris, j'ai fait une vidéo dessus, Hong Kong Exchange and Clearing Limited, bien sûr Alibaba qui me fait souffrir depuis le début. Oh, it's sexy, isn't it? Don't you stop, please. Come on, you love it. Mais que j'adore comme valeur, donc voilà, je vous l'ai présenté, hein, vous le savez, c'est des valeurs qui sont très chouettes. Ok, juste une petite capsule pour préciser deux sujets que je voulais rajouter dans cette vidéo. Donc le premier, c'est par rapport aux risques afférents aux actions chinoises. Dès que vous achetez des entreprises chinoises hors de Chine, et on achète souvent ça aux États-Unis ou à Hong Kong, il faut savoir que si vous investissez dans Alibaba, dans Tencent, dans JD.com, etc., donc toutes ces valeurs digitales dans l'ensemble, vous n'investissez pas dans la boîte elle-même, vous investissez dans ce qu'on appelle un VIE, Variable Interest Entity, et c'est une boîte qui est souvent située aux îles Caïmans, et cette structure financière, les liens qu'elle a avec la vraie boîte, avec le vrai Tencent, avec le vrai Alibaba, c'est qu'elle a un droit sur ses profits et un droit sur ses actifs. Mais le point important, c'est que cette structure de VIE, elle est illégale, quasi illégale ou illégale en Chine. Donc les Chinois, ils acceptent ça, bien sûr, enfin le gouvernement chinois, mais il faut savoir qu'on a une épée de Damoclès et que si à un moment il y a ces contrats qui sont remis en question, vous êtes investi dans une coquille vide. Est-ce que c'est bloquant ? Pas forcément. Dans tous les risques que je vous dis, c'est pas forcément bloquant. Le minimum, c'est d'en être au courant. Et pourquoi ? Parce que la pire chose, c'est de se faire surprendre. Surprise, motherfucker. Je voudrais quand même rajouter que les negative lists, donc ça c'est le discours donc de Xi Jinping qui date du 17 novembre. C'était le discours qu'il a donné à San Francisco au sommet de l'Asia-Pacific Economic Cooperation. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la détermination de la Chine à favoriser un environnement commercial axé sur le marché, fondé sur le droit et de classe mondiale, ne changera pas. Et notre politique consistant à fournir des services égaux et de qualité aux investisseurs étrangers ne changera pas. CF, les 24 points qui ont été publiés en juillet-août par le gouvernement chinois. Nous continuerons d'améliorer les mécanismes de protection des droits et des intérêts des investisseurs étrangers, de raccourcir davantage la liste négative sur l'investissement étranger, d'assurer pleinement le traitement national aux investisseurs étrangers, de continuer à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tellement de fuites de l'investissement étranger de Chine par effet de réaction. La Chine est a tellement besoin de faire revenir ces investisseurs étrangers, ils vont peut-être ouvrir encore plus les vannes que ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu ce besoin de le faire. Pour le coup, c'est vraiment une bonne nouvelle, ce raccourcissement de la liste négative, hein, qui d'année en année se raccourcit. Ils vont déjà retirer toutes les restrictions sur l'investissement étranger sur les activités manufacturières. Donc par exemple, si vous avez envie d'investir sur Antasport, par exemple, vous allez pouvoir investir et être propriétaire de l'entreprise, théoriquement. D'annoncer qu'ils étaient en train de travailler sur la publication d'une nouvelle negative list, et il a rajouté qu'il y aura une réduction de la negative list et qu'il y aura d'importantes mesures pour promouvoir l'ouverture de la Chine au monde extérieur. Donc on a vraiment une tendance au niveau de la Chine pour s'ouvrir à l'investissement étranger, pour le faire venir. Donc ils ont aucun intérêt sur l'année qui arrive. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils dénoncent les entreprises qui utilisent ces véhicules au Caïman. Il faut noter quand même que ces contrats, ils courent depuis des années. Ça fait quand même maintenant des années que les entreprises sont cotées à New York et sont cotées à Hong Kong par des gens qui investissent là-dedans le savent. Moi, j'ai eu le tort de pas en parler. I am
Sorry. Mais je pensais que les gens le savaient. C'est important de savoir que de ce point de vue-là, il va y avoir une ouverture. J'attends de voir la nouvelle liste négative en 2024 et cas échéant, peut-être qu'on aura une bonne surprise, en tout cas pour les entreprises sur lesquelles je suis investi. Dans les valeurs qui me le rendent bien, on a les valeurs du saumon, Salmar et Mowi. GTT, BASF, enfin, ça remonte, et je vais pouvoir sortir de cette valeur. Allez, on va continuer. Worldline. Oh putain. Les mecs. Donc, on était par là, hein, et puis d'un coup, donc moi j'ai acheté à 9,55. Je l'ai marqué dans les commentaires des vidéos sur Worldline, mais je voulais vous faire une petite update. Donc, j'ai pas mal renforcé la position à 9,55 et ça m'a permis d'avoir un PRU à 14,50, je crois, un truc dans le genre. Et comme prévu, une fois que ça a passé les 15 €, j'ai réduit ma position de 50%, histoire de réduire mon risque, parce que j'avais acheté beaucoup d'actions Worldline pour réduire mon PRU, quand ça a pris moins 60%. Et donc, j'ai réduit de 50% ma position, et je vous avoue, je suis faible. Je n'ai pas respecté le plan. Mais sincèrement, j'ai fait flap-flap, mes fesses ont fait flap-flap, et à l'annonce du retrait de la valeur du CAC 40, j'ai vu que la valeur, le jour même, en ouverture de séance, prenait 1%. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai tout revendu, mais j'avoue qu'il y a plusieurs choses qui m'ont échaudé. Alors, la première, c'est quand les mecs, pendant le quarter, ils te disent « Oui, en 20 ans, c'est la première fois qu'on a une panne comme ça. » Que 15 jours plus tard, t'as une nouvelle panne. Là, tu te dis bon, ils se foutent de la gueule, là. » Où il y a un vrai problème. Donc du coup, ça crée vraiment de l'incertitude. Ensuite, vous avez justement les clients de Worldline qui envisagent d'avoir un recours contre leurs prestataires, justement. Il y avait un point qui me chagrinait sur Worldline, c'était le management. Bon, on sait que ça vient de Atos, historiquement. On sait aussi que le PDG, il a un parcours quand même qui vient de la politique. Donc ça, c'est vraiment des profils qui me gênent, hein. Après, c'est mon avis, hein, c'est tout à fait personnel. Et voilà, j'ai pas tenu la barre là sur Worldline. J'ai préféré sortir, comme dit la blague. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Ouais, ça doit être la peur. Ouais, c'est ça, ça doit être la peur. Je suis sorti, j'ai pas perdu d'argent. J'en ai même gagné un petit peu. Il y a pas de petit profit. Pour l'instant, je trouve qu'il y a d'autres boîtes qui sont beaucoup plus sympas pour y aller. Et d'ailleurs, je remonte là, ici, je suis en train d'essayer de faire le tri sur les valeurs sur lesquelles je vais rester ou sortir, histoire de réduire mon nombre de lignes. Et pourquoi réduire le nombre de lignes? Parce que, tadam, il y a plein de boîtes qui sont super intéressantes. Alors, j'ai appelé cette émission Watchlist parce que je vais vous présenter 4 entreprises qui sont sur ma watchlist. Donc, Munther Group, c'est une boîte suédoise qui fait des systèmes d'aération, d'air conditionné, de gestion de l'humidité, etc., etc. Concernant la droite de régression, on n'a pas une histoire énorme et donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est au niveau de la courbe et donc du coup de la valorisation de l'entreprise. En revanche, y jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain. On se dit, on part du principe que la boîte est un petit peu surévaluée, mais c'est pas la vérité absolue étant donné qu'on n'a pas de recul au niveau historique sur la boîte. C'est quand même une boîte qui date de 1955, hein, a priori. En tout cas, voilà, ils sont positionnés un peu partout dans le monde. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font. Ils font du AirTech. Donc, ils font tout ce qui est gestion efficiente du traitement de l'air. Climatisation, contrôle de l'humidité, des températures, les climats, etc., etc. Parce que certains types de production ont besoin d'un environnement hyper contrôlé pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Je prends un exemple tout simple. Quand vous bossez dans les semi-conducteurs, vous travaillez dans des chambres stériles et des chambres ultra contrôlées. On appelle ça des salles blanches pour éviter tout défaut sur le disque de silicium qui va être gravé. Ensuite, on a les data centers. Donc forcément, ça, c'est le point très important en ce qui me concerne, parce que c'est le leader des technologies pour le climate cooling dans les data centers. Alors, imaginez dans un data center la chaleur que ça dégage et les besoins que vous avez en water cooling, mais en air conditionné, en génération de froid, et surtout les gestions très pointues en termes d'humidité, de gestion de l'énergie, etc., etc. Et donc, eux, ils sont leaders là-dedans,
en termes de technologie, ils ont une position qui est, alors je dirais pas monopolistique, mais ils ont une expertise qui est reconnue dans le monde entier. Et ensuite, la food tech, forcément, dans les méga serres de production de nourriture, vous avez une position et des besoins qui sont énormes. Ça peut être des climatisations pour des étables, pour des vaches, par exemple, ou pour des animaux. Ça va être justement des serres où on va produire des légumes, etc., etc. Donc, c'est des marchés qui sont immenses, énormes. Alors, Munters, 38% depuis le 1er janvier. Ah, là, quand on voit ça, on se dit, oh, le train est déjà passé. Mais non, le train n'est jamais passé. Regardez le train s'il n'est pas déjà passé, là. 112. Il y avait moyen de faire quelque chose. Un PER de 25, franchement, ça va. Une dette qui est quand même plutôt importante, hein, il faut le dire. Mais en tout cas, voilà. On a une boîte qui est vraiment très très chouette. Je vous la conseille. Alors, faut rendre à César ce qui est à César. J'ai entendu parler pour la première fois de cette entreprise en écoutant Bismart. Et je crois que c'était Clartan qui faisait une étude de cette entreprise. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Clartan et Associés sur Munters. Voilà, vous aurez beaucoup plus d'informations pertinentes et de première main. Alors, deuxième entreprise, Intuitive Surgical. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur la robotique, je vous en ai reparlé dans la vidéo sur Rockwell Automation. La robotisation en marche dans la chirurgie. Alors ça, c'est une boîte magnifique. Notez qu'elle est un petit peu sous-évaluée, donc il y a un point d'entrée qui peut être pas mal, hein, et il faut avoir les yeux grands ouverts. Alors, c'est une boîte qui exploite DaVinci et un autre modèle de robot chirurgical. Et donc, ça, c'est le nombre de procédures qui ont été faites avec DaVinci en 2022. Et depuis sa création, ça, c'est le nombre de procédures. Donc voilà, les chiffres sont vraiment exceptionnels. Mais surtout, on a une trend qui est exceptionnelle aussi. Il y a eu une adoption hyper importante, urologie, gynécologie, general surgery. Donc, pour le coup, on a vraiment une adoption qui s'accélère dans le monde entier. Bien sûr, un marché principal aux États-Unis, dont 60% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. En revanche, on voit clairement qu'on a un développement sur l'Asie, l'Europe et le reste du monde. Mais surtout, si les États-Unis représentent 60% de leur marché, ils ont encore des marges de progression en Asie et en Europe parce que des chirurgies non invasives avec le top du top, il y a des millionnaires partout. Il y a des millionnaires dans le monde entier et des gens qui voudraient se faire soigner avec les appareillages les plus performants et pointus au monde. Comment ça se passe? D'abord, on commence à travailler avec. Ensuite, on devient hyper opérationnel avec. On gagne de l'argent avec. Et ensuite, ça devient le standard dans l'hôpital. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un taux de réinvestissement et de rééquipement dans les hôpitaux et dans les cliniques qui sont équipés qui est hyper important. Vous voyez, le plus 7 système, 45%. Donc voilà, vous avez le DaVinci XI et le Ion. L'écosystème, c'est des instruments, du software, de l'énergie, de la vision. Donc ça, c'est le système. Ensuite, vous avez de la formation avec de l'éducation, du peer-to-peer education, de la formation continue, des simulations de skills, etc., etc. Et ensuite, vous avez toute la maintenance, les services, etc., etc. Et leurs clients, bien sûr, c'est les chirurgiens et les hôpitaux et les patients. Pour le coup, ça, c'est vraiment le truc qui est excellentissime. Alors vous allez me dire, je passe ma vie à parler de Xavier Delmas dans les contenus qu'il crée. Il dit qu'il est vraiment fan des entreprises qui ont des revenus récurrents. Et effectivement, les revenus récurrents, c'est top. Et ce qui est génial dans cette boîte, c'est que c'est pas les ventes de matériel qui représentent le chiffre d'affaires de cette boîte. C'est les revenus récurrents, c'est les instruments, les accessoires, les services et les leases. Parce que à chaque fois qu'il va y avoir des procédures qui vont être faites avec les DaVinci, tous les consommables stériles que vous utilisez, c'est des consommables que vous achetez en fait à Intuitive Surgical. Donc en fait, vous achetez chaque opération, vous avez des trucs sous sachet stérile, des machins en titane, des bidules en trucs chirurgicaux, des capteurs à usage unique, enfin des choses que vous allez utiliser et que vous allez donc payer et utiliser à chaque intervention. Donc là, c'est juste énorme. C'est juste énorme comme business model. 79% de récurrents. Donc en gros, les mecs, ils installent une machine, ils vendent la machine. Le jour où ils ont
installer la machine et se disent ok, cette machine-là, elle va nous rapporter du cash pendant X années et à hauteur de 80%. C'est un truc de malade, quoi. Donc voilà. Donc bien sûr, on a des résultats qui sont complètement fous et qui sont très 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 bons. Plus 18% cette année. C'est pas fou. On l'avait dit dans la précédente vidéo, elle a perdu un petit peu de sa superbe pendant un temps. Il y a eu une trend par rapport justement au boom, par rapport au boom de Eli Lilly et de Novo Nordisk, des médicaments anti-obésité, qui allaient faire perdre des interventions chirurgicales à Intuitive Surgical, notamment tout ce qui est bypass, tout ce qui est intervention pour réduire la taille de l'estomac. Ici avéré que les interventions, pour que certains patients puissent avoir accès au traitement de Eli Lilly ou de Novo Nordisk, ils doivent avoir un poids cible d'abord, et donc du coup, ils doivent d'abord passer par de la chirurgie pour ensuite avoir le droit au traitement. Des PER qui sont à 68,3, 57,2. Il faut avoir de très 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 fortes convictions pour investir dans ce genre de boîte. Moi, je suis un radin, vous me connaissez, l'entreprise en watchlist, 68, c'est dur. C'est dur. Mais la boîte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, sur une respiration comme on a pu l'avoir là, la 258, je m'en veux de pas avoir eu du cash à ce moment-là. BYD. Alors, fallait quand même que je vous parle d'une entreprise chinoise. J'ai une réputation à sauvegarder. Dear CCP, Uncle Roger, good comrade, good comrade. Don't make him disappear, please. Alors BYD, magnifique entreprise, futur leader mondial de la voiture dans le monde, 208 pour 232, donc quasiment sur la droite de régression, on a quand même une pente qui est complètement folle. C'est une entreprise qui m'intéresse, non pas parce qu'elle fait des voitures électriques, elle fait aussi de l'électronique. Elle a un gros segment batterie. C'est intéressant de regarder le nombre de clients qui lui achètent des batteries. Je crois qu'il y a Hyundai, il y a Toyota, et ils vendent beaucoup de batteries. Ce n'est pas que des voitures BYD, c'est surtout un fournisseur de batteries. Après transit ferroviaire, véhicules utilitaires, chariot élévateur électronique, c'est toujours des trucs en plus, mais son cœur de métier, c'est les bagnoles et les batteries. Alors, ça c'est la publication du Q3 de cette année. Alors, regardez les pourcents. 82%, 80%, 129%, 131%. C'est, enfin voilà quoi. Des boîtes qui font des 80%, des 129%, la boîte elle est en train de skyrocket complètement. C'est là que c'est intéressant. En bourse, elle a pas skyrocket du tout. 18 de PER. Pour une boîte comme ça, trésorerie nette, donc du coup un peu de blé en trésorerie, pas énorme parce que c'est quand même en renminbi, 73 milliards de renminbi, c'est pas non plus une boîte qui a de la reprise. Une boîte d'ailleurs qui investit en Europe et en France, qui va avoir une usine à Strasbourg, en Alsace, si je me trompe pas. Mais en tout cas voilà, on est vraiment sur un support pour, comme disent nos amis les analystes techniques. Et il y a quand même de la marge. Et sincèrement, BYD, c'est pas mal. Franchement, voilà. En watchlist, j'aimerais bien que ça descende un petit peu plus. C'est dans la watchlist. Pour l'instant, je n'ai pas sauté le pas. Johnson & Johnson. Alors, une entreprise américaine, une entreprise sur le secteur de la santé. C'est un secteur sur lequel je suis pas exposé. Donc, ça m'intéresse vraiment d'être dessus. En plus, c'est un secteur qui est défensif. Donc, j'aime bien ça, moi. Dans le cadre d'un objectif d'équilibrage du portefeuille. Elle est plutôt sous-évaluée, ça aurait été mieux d'essayer de rentrer à ce moment-là, mais on peut pas tout faire. Mais en tout cas, c'est une très belle boîte, c'est un truc monstrueux, c'est du big pharma, mais vraiment big, voilà, énorme, avec donc une entreprise qui se tient bien, avec des ventes qui se tiennent plutôt pas mal. C'est des gros paquebots, Johnson & Johnson, donc c'est des entreprises qui ont une certaine inertie, c'est des grosses boîtes qui donnent du dividende. Donc c'est vraiment le côté voilà, défensif. J'ai mis les guidance et on voit que quand même on tient à peu près, on tient le cap. On est plutôt pas mal. Et une variation négative depuis le 1er janvier. Donc presque pas de dette, même c'est minime. Des PER qui sont quand même élevés, mais bon, pour des boîtes comme ça, on a un rendement qui est très très bon et on verra juste après que le rendement est vraiment très cool pour cette boîte.
On a une bonne, on a une bonne respiration. Donc là, on est quand même pas mal hein, pour rentrer dedans. Si on est gourmand, on peut essayer d'attendre un petit 150, 152, 151, 150 ou même plus bas. Hein, voilà, soyez gourmand. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur et la coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah Bon. Un historique du dividende, voilà, qui est tout le temps en croissance. Hein. Donc on est vraiment sur du lourd d'un point de vue rentabilité. Et j'ai été surpris, la première fois que j'ai regardé cette boîte, c'est les marges d'exploitation. Donc 30%. 20%. Des free cash flow conversion qui sont quand même proches des 100%, donc ça c'est, enfin même au-dessus des 100%, donc c'est sacrément chouette. Comme on disait, quasiment pas de dette, et même maintenant de la trésorerie hein, à prévoir pour 2024. Des ROE, mon Dieu, un petit accident, mais on va dire en moyenne 30% de ROE, et pour le coup ça fait des années que ça tient ce ROE. Hein. Franchement, on est sur un truc, et d'après ce que j'avais vu aussi, ils ont réduit le nombre d'actions. Alors, à vérifier, parce que j'ai été surpris, parce que pour moi, Johnson & Johnson, c'était un truc pépère, un truc de vieux, entre guillemets, ça faisait pas du tout hyper, enfin, ça faisait pas du tout bander, entre guillemets. Mais sincèrement, c'est sacrément cool comme boîte. Hein. C'est pas que un truc pépère. Enfin voilà, moi j'avais une image à la AT&T quoi. Pas du tout. Donc voilà les entreprises que je voulais vous présenter, qui sont dans ma watchlist. Peut-être que tel le chasseur caché dans sa petite cahute, je pourrais tirer quelques cartouches sur ces entreprises une fois que je me serai débarrassé notamment de Nexity, de BASF, de 3 boîtes dont je suis pas ultra fan finalement, pour réallouer sur des boîtes qui me font de l'œil et qui effectivement me promettent un petit peu monts et merveilles. Alors bien sûr j'ai plein d'autres boîtes en watchlist et ça fera l'objet d'autres épisodes. J'espère que le format vous a plu. Vous voyez, on n'est pas du tout allé en profondeur. 2-3 petits chiffres, 2-3 petites choses, des points saillants. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de creuser un peu plus les chiffres de ces entreprises. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo bonus et je vous dis à bientôt. 2144, 2145.